Pendant les dernières législatives en 2022, on a des faisceaux convergents d'actions d'États comme la Russie pour essayer effectivement de semer la division au sein de l'espace informationnel français, enfin, surtout amplifier. Bonjour David Chavalarias. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut des systèmes complexes de Paris-Île-de-France. Impressionnant cet intitulé. Il s'agit d'un laboratoire du CNRS qui travaille, comme son nom l'indique, sur les systèmes complexes. Mais ça veut dire quoi ? Alors, le mot peut paraître intimidant, mais en fait, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Il y a plusieurs types de systèmes. Il y a les systèmes qui sont, on va dire, organisés de manière centralisée. Votre télévision, vous voulez l'allumer, vous voulez qu'elle s'allume, vous changez de chaîne, vous voulez qu'elle change de chaîne. Et puis, il y a d'autres systèmes qui sont ce qu'on appelle auto-organisés, c'est-à-dire, par exemple, les cellules dans votre corps, personne ne leur a dit où se mettre, et pourtant, au cours de votre développement, ça a formé un être humain, et c'est vous. Les embouteillages sur le périphérique, ils existent, personne ne les veut, on cherche à les éviter, pourtant ils arrivent. Et donc, il y a plein de systèmes où les entités qui composent le système, donc les voitures, les cellules, etc., interagissent de manière décentralisée, il n'y a pas de chef. Et pourtant, leurs interactions, en les composant dans l'espace et dans le temps, créent des structures globales. Un individu, un organe, un embouteillage, un réseau génétique, etc. Ça, ce sont des systèmes complexes. Donc l'étude des systèmes complexes, c'est un point de vue qu'on a sur ces grands systèmes pour comprendre comment des interactions qui semblent désorganisées, ou en tout cas qui ne semblent pas avoir de chef, on va dire, créent néanmoins des structures globales, parfois des fonctions, etc. Ça, c'est comprendre les systèmes complexes. Et tous les systèmes vivants sont des systèmes complexes. Il y a par définition. Ouais. Et après, dans les systèmes sociotechniques, il y a des systèmes sociotechniques aussi qui sont des systèmes complexes. Par exemple, le réseau des serveurs Internet, ce sont des machines physiques qui s'interconnectent de manière locale. Il n'y a pas quelqu'un qui dit à une machine où se connecter. Et au final, ça fait Internet, c'est-à-dire que le message passe d'un serveur à l'autre, passant par un chemin qui n'est pas calculé à l'avance. Et c'est un système qui est fonctionnel, il permet de faire Internet. Et pourtant, il n'y a pas de plan d'Internet. Donc votre obsession, j'imagine, c'est d'essayer de modéliser un peu tout ça pour savoir comment ça fonctionne. Voilà, on essaye à la fois de modéliser, de comprendre quels sont ces phénomènes dits émergents. On essaye aussi d'étudier déjà dans un premier lieu ces systèmes, parce que quand vous avez énormément d'entités qui interagissent, si vous voulez comprendre comment elles interagissent et pourquoi ça produit des structures, il faut récolter des données sur les entités. Donc, par définition, ce sont des grands systèmes, donc il y a beaucoup de données. Et après, il faut mettre en forme ces données pour voir quelles sont les structures intéressantes. Et donc, ça, c'est déjà une première étape. Et après, une fois que vous avez des structures intéressantes, donc ça peut être, on va détecter l'embouteillage, on va détecter un organe ou des tissus, on va détecter, voilà. Une fois que vous avez ça, vous pouvez essayer de modéliser, c'est-à-dire essayer de produire un programme mathématique, informatique, des concepts qui vont expliquer cette organisation-là. Donc vous travaillez sur différents domaines, plein de domaines différents, plus exactement, notamment sur l'information qui circule sur Internet. C'est ça. Alors, donc moi, dans ce grand domaine interdisciplinaire, après il y a des thèmes et des objets qui ressortent. Moi, mes objets de prédilection, c'est tout ce qui touche au social et en gros à l'analyse des traces que nous laissons, notamment les traces numériques, qu'elles soient textuelles ou des traces d'interaction. Je relais le message de quelqu'un. Et donc, j'analyse comment on fait société dans les mondes numériques, comment l'information circule, qu'est-ce qui favorise tel ou tel type d'information, quel est l'impact des infrastructures numériques sur cette circulation, et aussi comment les hommes et les femmes sur ces environnements font des groupes sociaux. Et donc, on peut, en analysant par exemple tous les échanges sur une plateforme comme Twitter ou d'autres réseaux sociaux qui permettent l'accès à ces données-là, on peut reconstituer les groupes de militantisme politique par exemple, ou les groupes de croyances par rapport au climat, voir qu'est-ce qu'ils essayent de diffuser, comment ils s'organisent, etc. Et cela à quasiment toutes les échelles. On a des cartes sociales qui vont de l'échelle de l'individu jusqu'à l'échelle mondiale, par exemple sur le climato-scepticisme ou le climat ou l'information sur le climat. On voit des cartes à l'échelle des groupes à l'échelle de pays, de centaines de milliers de personnes. Et c'est comme ça que vous arrivez à détecter même des actions volontaires. On sait que certains pays sont très offensifs, très actifs. On parle souvent de la Russie ou de la Chine pour utiliser ces canaux pour ressemer un peu la pagaille, en fait. Alors, tout à fait. Donc, une des questions quand on analyse les systèmes complexes, c'est d'accord, ils sont auto-organisés, ils créent des structures, mais on peut intervenir dessus, on peut les perturber. Et donc tout cela n'est pas très naturel. Et donc
quel est l'effet de ces perturbations, quelle est la meilleure manière de manipuler. Donc, quand on s'intéresse à ces choses-là, et notamment quand on s'intéresse donc aux espaces informationnels, il y a la question de est-ce qu'il y a des acteurs qui essaient par des comportements dits inauthentiques, c'est-à-dire on va se coordonner pour diffuser un type de message, etc., arrivent à perturber la circulation d'informations entre guillemets naturelles d'un pays. Et effectivement, donc on peut arriver comme ça à détecter des tentatives d'ingérence. Donc, par exemple, au moment des Macron Leaks dans l'élection présidentielle de 2017, on a vu des groupes d'extrême droite américaine se coordonner avec des groupes d'extrême droite française pour essayer de diffuser ce narratif. Pendant les dernières législatives en 2022, on a des faisceaux convergents d'actions d'États comme la Russie pour essayer effectivement de semer la division au sein de l'espace informationnel français. Enfin, surtout amplifier, c'est-à-dire que la division elle peut exister et c'est pas forcément mauvais. Oui, mais quand on essaie là où ça fait mal. Voilà, quand on essaie de l'amplifier pour empêcher en fait la résolution en gros pacifique des différends, là ça pose problème. Et là, tout récemment, avec les élections qu'il y a eu en France, je crois que vous étiez sur le pont, notamment pour arriver à comprendre des ingérences étrangères. Oui, alors, donc, j'ai documenté depuis pas mal de temps comme ça des actions d'interférence sur les réseaux sociaux. Et donc, quand il y a eu les européennes puis les législatives, dans mon laboratoire, il y a eu plusieurs personnes qui étaient un petit peu là-dessus. On a déjà regardé, par exemple, l'utilisation des publicités ciblées payantes, hein, mais politiques, pour essayer de détourner les électeurs d'un vote Macron. Par exemple, la Russie a dépensé beaucoup d'argent pour faire des publicités c'est-à-dire sur qu'ils Facebook. sponsorisent des posts sur X, par exemple. Vous achetez un truc qui dit que Macron veut nous entraîner dans la guerre en Ukraine et que donc on va tous mourir, et donc il vaut mieux éviter de les lire. Et vous vous ciblez sur toutes les personnes dont vous pensez qu'elles vont accepter ce discours-là. Donc on a pu documenter ça, mais on a pu aussi documenter le fait, par exemple, de la création de faux profils en ligne pour essayer de créer de la division, etc., dont on pense, il y a de très fortes probabilités qu'ils soient créés par des entités comme le Kremlin. Et aussi, on peut analyser, en fait, comment ils essayent d'orienter le débat en ligne, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le résultat d'une élection dépend vraiment du thème du moment. Hein. Si on ne fait que parler d'écologie, on ne veut pas voter pareil que si on fait que parler d'immigration ou que parler de la guerre en Ukraine. Et donc, l'orientation de l'agenda médiatique et de l'agenda de l'opinion publique est très importante. Et donc, il y a des actions sur les réseaux sociaux pour essayer de forcer l'agenda et le cadrage. Et donc, par exemple, pendant les législatives, on a beaucoup... il y a eu, a priori, une amplification du conflit, la prégnance du conflit israélo-palestinien, qui est une horreur absolue. Mais si vous voulez, il y a eu une amplification de ce débat-là pour qu'on se positionne par rapport à ce débat-là plutôt que par rapport à d'autres, par exemple la guerre en Ukraine. Oui, c'est-à-dire pour faire remonter ce thème et polariser. Voilà, c'est-à-dire que, en fait, en fonction des débats, vous avez des lignes de fracture différentes. C'est-à-dire la guerre en Ukraine, en gros, l'extrême droite est plutôt pro-Poutine et puis tout le reste est partant pour dire il faut soutenir l'Ukraine. Sur le thème conflit israélo-palestinien, les lignes de fracture sont à des endroits complètement différents. Vous avez d'un côté, en gros, la gauche et de l'autre côté, la droite et l'extrême droite, pour le faire rapidement. Donc, si vous forcez cette ligne de débat-là pendant une élection, eh bien, vous affaiblissez le Front républicain, puisqu'en fait, vous faites ressentir à chacun des partis modérés de droite et de gauche que ça va être difficile de s'allier parce qu'ils ont des positions différentes sur cette question-là qui, au moment T, est perçue comme la plus importante, peut-être. Donc, en modulant en fait la perception du débat et la présence de certains thèmes dans l'opinion publique, on va en fait influencer sur les ralliements et aussi notamment donc sur le Front républicain et aux dernières législatives, étant donné que le Rassemblement national était en tête dans quasiment toutes les circonscriptions, la question du Front républicain était une question majeure. Et donc, le faire échec à ce Front républicain, en fait, c'était faire élire le RN. Ouais, donc c'était l'objectif clairement des forces qui étaient derrière. Et comment ils font concrètement? C'est quoi? On va repérer les sujets d'actualité qui fâchent et puis on les fait monter, etc. C'est ça. Donc très très concrètement, on va utiliser les vulnérabilités des réseaux sociaux, c'est-à-dire que les réseaux sociaux vont par exemple se mettre à recommander un sujet s'ils pensent que c'est en train de monter. Donc on va faire croire qu'un sujet est en train de monter en se coordonnant sur la plateforme, en postant plein de messages. Mais c'est quoi comme sujet? Alors ça peut être n'importe quel sujet, donc par exemple ça peut être la désinformation. Par exemple là récemment, Trump a dit que les immigrés mangeaient les animaux. Ouais. Hein, bon, donc ça vous avez certainement eu derrière une armée de robots qui a diffusé ça et ça a diffusé un petit peu dans l'information, la sphère informationnelle. Ah oui, dès le lendemain du débat Trump-Harris, effectivement, on a vu plein de messages là-dessus avec même des vidéos, etc. Voilà, donc en fait il y a une stratégie d'amplification de l'information, qu'elle soit vraie ou fausse, mais en fonction d'objectifs très précis qu'on va atteindre dans l'opinion publique. Parfois ça marche, parfois ça marche pas.
Et sur Gaza, c'était... Alors, un peu sur Gaza, il y a eu, par exemple, moi, j'ai repéré un compte qui a été donc on suit Twitter depuis plusieurs années. Donc ça, c'est un compte qui était sur Twitter, mais qui avait aussi des comptes sur Facebook, des plateformes un peu complotistes comme Odyssey, etc. Qui, en gros, dans les années 2020, était anti-vax et positionné à l'extrême droite. Et qui, au moment de la guerre en Israël et à Gaza, a switché, s'est mis à parler que de Gaza et à relayer des images extrêmement violentes et insoutenables qui étaient vraies et qui étaient dont le côté horrible était vrai, enfin c'est pas le problème, mais qu'on ne peut pas montrer à des gens non préparés. Ça peut créer qu'on voit jamais dans les médias. Ce qu'on voit jamais dans les médias parce que et puis même parce que vraiment ça peut créer des troubles post-traumatiques. Hein, c'est vraiment des images d'horreur. Et donc en bombardant avec ce genre d'images la communauté, notamment la communauté LFI, mon analyse, c'était qu'il a renforcé, si vous voulez, la sensibilité des LFI sur ce thème. Il a forcé ce groupe politique et les groupes à côté à le mettre tout le temps sur la table sur tous les débats. Et en parallèle, on a vu, alors c'est toujours dur de savoir si c'est exactement les mêmes acteurs, mais en parallèle, il y avait aussi des comptes qui se faisaient passer pour, par exemple, des islamistes, qui n'étaient pas des islamistes, et qui allaient interpeller les comptes de droite, en leur disant l'islam est grand, on va tous vous tuer, etc. Votre culture est décadente. Donc il y a comme ça une espèce de polarisation artificielle. Juste pour les énerver. On va amplifier les dissensus de manière à ce qu'il n'y ait plus d'accord possible, notamment sur des choses comme par exemple le Front républicain. Mais quelle est la perméabilité de l'internaute moyen à ces offensives? Alors ça dépend vraiment déjà de la pratique des réseaux sociaux. Hein. Il y en a on est plus ou moins sur les réseaux sociaux, mais il y a quand même, en gros, la pénétration des réseaux sociaux, c'est autour de 70% en France. Donc on est beaucoup à consulter au moins de temps en temps les réseaux sociaux. Et après, ça dépend aussi beaucoup de ses propres vulnérabilités. Alors, indépendamment du niveau d'éducation, on va être plus ou moins enclin à croire certaines choses ou à rentrer par exemple dans le complotisme, etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en gros, dans une population lambda, il y a toujours un pourcentage assez significatif de personnes qui sont prêts à croire ou à même parfois par révolte de croire à quelque chose, un narratif qui va leur plaire. Et donc, si vous arrivez à convaincre même 5, 10, 15% de la population un faux narratif ou de se révolter et que vous arrivez à les piloter comme ça de manière émotionnelle, en fait, sur la masse d'un pays, ça fait beaucoup. Et vous pouvez créer même des mouvements sociaux quasiment pas de toutes pièces, mais vous pouvez facilement amplifier ou voir faire durer un mouvement social qui peut-être se serait épuisé. Ça, vous l'avez constaté? Alors, constater, c'est, par exemple, on sait que pour les Gilets jaunes, il y a eu de l'amplification côté Kremlin. Est-ce que c'est ça qui a fait qu'il a duré longtemps? C'est difficile à dire, hein, parce qu'on peut pas faire pas faire de A/B testing, comme on peut pas faire la France sans et la France avec. Mais en tout cas, ma conviction, c'est que ça a un rôle assez significatif. Et d'ailleurs, si jamais on prouvait que ça n'en avait pas, ça serait pas mal parce qu'on pourrait dire aux publicitaires qui investissent 1,5 milliard de dollars, enfin 1 500 milliards, 1 000 milliards de dollars par an, ou je sais pas combien, enfin des centaines de milliards de dollars par an, on pourrait dire à ces publicitaires qu'ils pouvaient les réinvestir dans autre chose puisque ça ne sert à rien. Ouais. Donc, enfin, de fait, il y a quand même un truc de bon sens que si vous arrivez à agir sur les réseaux sociaux de manière assez massive et à rabâcher, à utiliser ce qu'on appelle le biais de répétition, c'est-à-dire une fois vous croyez pas, deux fois, mais quand vous voyez la même information de plusieurs personnes différentes et plusieurs fois, au bout d'un moment, ça commence à introduire. Tout le monde n'a pas ne serait-ce que le temps d'aller se poser la question. Bien sûr. De chercher, voilà, il voit passer ça, hop, ça rentre, on fait à peine attention, mais ça frappe. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a aussi, il faut prendre en compte aussi le fait qu'on est touché à la fois de manière rationnelle et émotionnelle. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on ne croit pas à une information que le jour du vote, on va pas se dire, celui-là, finalement, je le sens pas, je vais voter sur l'autre. Ça peut jouer sur des infos émotionnelles. Donc on a un vrai problème, ça c'est d'autres études où on montre ça, un vrai problème de qualité des infrastructures numériques qui nous permettent de faire société en ligne. Et pareil, juste pour ne sauter qu'un exemple, on a montré que les algorithmes de recommandation qui vous alimentent en information dans votre fil d'actualité sur n'importe quelle plateforme, hein, que ce soit Facebook, Instagram, Snapchat, etc. Donc ces algorithmes de recommandation, en fait, sont biaisés. Et par exemple, sur Twitter, il enrichit votre fil d'information en contenu dit toxique, c'est-à-dire polémique avec des insultes, des obscénités. On l'a clairement constaté quand on utilise X depuis l'arrivée d'Elon Musk. Voilà. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que
quelles que soient les personnes qui vous abonnez, donc quel que soit ce que vous cherchez comme information, ce que vous allez recevoir, en moyenne, est 50% plus toxique. Et donc, à l'échelle d'un pays, sachant que c'est une moyenne, c'est-à-dire qu'il y en a, c'est plus 30% et d'autres, c'est plus 200%. Mais donc, à l'échelle d'un pays, ça veut dire que vous distordez complètement la perception du social, de l'actualité, de leur environnement social. Et donc, ça crée des dysfonctionnements. On crée une post-réalité. On crée une post-réalité, une réalité parallèle. On crée aussi une espèce de névrose collective. Ouais. Mais voilà. ça s'appuie souvent, et vous le disiez, sur des clivages et des choses qui existent déjà. Par exemple, Gaza, mais il y avait un parti pris très clair de LFI de capitaliser sur ce drame bien sûr. à des fins électorales. Bien sûr. Non, mais c'est-à-dire que, en fait, alors, parfois il y a des choses créées de toutes pièces, mais c'est assez rare, et puis c'est assez rare que ça marche. Mais par exemple, il y a un faux narratif comme quoi c'est les Américains qui ont ramené le sida en Afrique. C'était un narratif qui était a priori donc construit de toutes pièces à l'époque donc par les services russes. Et puis ça continue de temps en temps à ressortir. Donc il y a des choses comme ça qui ont été créées de toutes pièces. Mais la plupart, et d'ailleurs c'est le plus efficace, c'est vous prenez un conflit existant et vous l'amplifiez. Vous prenez la manif des agriculteurs et vous rajoutez des informations en disant mais en fait on veut vous déclasser, c'est exprès qu'on monte le prix de l'essence, etc. Et l'écologie, ça sert à rien, etc. Vous avez les gilets jaunes, on va amplifier ça. Vous avez donc le conflit israélo-palestinien, on va amplifier des deux côtés. Certains, on va les pousser plus pro-Israël, d'autres pro-Palestine, en disant chacun, il faut choisir votre camp. Il n'y a pas de, et en faisant toujours des choses binaires, alors que par exemple sur le conflit israélo-palestinien, en fait, il y a au moins 4 acteurs. Il y a les Palestiniens, les Israéliens et les gouvernements palestiniens et le gouvernement israélien, qui sont des entités différentes. Et puis on pourrait même ajouter les autres pays, les États-Unis, les pays arabes, donc, en etc. fait, à chaque fois, ça procède d'une simplification en disant il y a que 2 acteurs. Il faut vous positionner et du coup, si vous êtes d'un camp, forcément, vous êtes en train de vous battre contre l'autre camp. Et donc ça, c'est une stratégie globale, enfin récurrente en fait, pour en gros créer du dissensus social à large échelle. Et à la source de tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a, je sais pas où, à Saint-Pétersbourg, là où on dit qu'il y a les usines à troll, ou ailleurs, des analystes, des anti-David Chavalarias qui suivent l'actualité et qui disent tiens, il y a ça qui monte en France, il y a ça qui monte en Espagne ou en Allemagne, c'est là qu'il faut appuyer, qu'il faut faire mal et qui envoient leurs instructions. Alors, oui, tout à fait. Donc on sait qu'il y a des acteurs organisés, que ce soit des États comme la Russie, la Chine, l'Iran, ou des lobbyistes comme les industries fossiles, qui utilisent très largement ce genre de manipulation d'opinion à large échelle. Et il y a un côté scientifique. Ça, c'est David Colomb qui le décrit très bien dans son livre La guerre de l'information. Les Russes le Kremlin a répliqué l'expérience Cambridge Analytica de manière à mieux connaître l'électorat américain et de savoir comment disrupter, disloquer le tissu social américain. Donc il y a une science d'une certaine manière, aussi il y a les ingénieurs du chaos, donc en poli, il y a une sorte de science du social qui peut être utilisée à des fins positives ou des fins négatives. Eh bien, vous avez du pain sur la planche encore pour décrypter tout ça. Merci beaucoup, David Chavalarias, directeur de l'Institut des systèmes complexes.